Mission spéciale fécondation in vitro à la clinique Saint-Nicolas, un traitement d'azospermie chez l'homme. Procréation médicalement assistée pour les femmes âgées de 43 à 55 ans et qui désirent avoir un enfant. Tout cela est possible chez nous. Enregistrez-vous dès maintenant à la clinique Saint-Nicolas située à Porte-Novo, quartier Agbokou à 100 mètres du terrain de football. Contact plus 229 95 96 72 97 96 95 69 50 96 11 24 81. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du soir sur Guérit TV Monde. Voici les titres. Atelier de lancement et de cadrage de la mission de mise en œuvre du registre social unique au Bénin. L'objectif est de passer en revue le contenu de la mission avec les différents acteurs et d'apprécier la méthodologie du prestataire et les moyens mis en œuvre pour l'atteinte des résultats. Je crois qu'il y a des gens au pays qui font des gris-gris. Cette déclaration du sélectionneur béninois Guénot Rohan enflamme la toile depuis quelques heures. Vous suivrez dans ce journal les réactions de quelques citoyens et reporters sportifs. Attaque meurtrière au Cameroun, le marché de Béamen a été victime d'une attaque par des séparatistes. Bilan 9 décès. Les circonstances de l'attaque sont présentées dans la page inter de cette session d'information. C'était là les titres, le développement, le voici. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. On démarre par cette brève. S'achemine-t-on vers un regroupement des forces politiques de l'opposition? Ce qui est certain est que le parti Les Démocrates, à l'occasion de leur dernier congrès, a appelé les autres forces de l'opposition à se joindre à eux pour prendre le pouvoir d'État en 2026. Et il semble que les pas sont posés dans ce sens, car à travers une correspondance en date du 10 novembre 2023, les démocrates ont écrit au parti politique Forcerie.Bénin émergent. À travers cette note, le parti souhaite le renforcement de la collaboration entre les deux forces de l'opposition. Il y est également mentionné une demande d'audience avec Paul Rompin, le secrétaire exécutif national du parti, afin de réfléchir aux stratégies à mettre en œuvre pour une union renforcée des forces politiques donc de l'opposition. Je parlais tout à l'heure donc d'un atelier. Les travaux de l'atelier de lancement et de cadrage de la mission de mise en œuvre, de mise en place du registre social unique du Bénin ont eu lieu ce jour 22 novembre 2023 à Cotonou. L'objectif de cet atelier, financé par le projet Wouri Bénin, est de passer en revue le contenu de la mission avec les différents acteurs et d'apprécier la méthodologie du prestataire et les moyens mis en œuvre pour l'atteinte des résultats. Le compte rendu est signé Latifat Kouenou, Patrice Ayron. Le registre social unique, bientôt une réalité. L'atelier de lancement des travaux a eu lieu ce 22 novembre 2023 au siège du projet Wouri Bénin. C'est le conseiller technique du ministère des Affaires sociales et de la microfinance qui a procédé à l'ouverture des travaux au nom de la ministre Véronique Toinfodé et en présence du coordonnateur de Wouri Bénin, Jean Arolou, et du directeur de la protection sociale, Christian Lodjou. Ce projet H a été soutenu aujourd'hui par le projet Wouri. Mais tous ceux qui vont bénéficier de ces services, comment pourra-t-on véritablement assurer une bonne gouvernance autour de ce projet? D'où alors la mise en place du registre social unique. Les travaux de cet atelier vont permettre aux acteurs d'apprécier les méthodologies et les orientations des partenaires consultants. Nous avons recruté un consultant pour nous aider à mettre en place la plateforme. Le consultant aura 6 mois pour travailler et c'est aujourd'hui que démarrent ses travaux. Donc nous avons un atelier de cadrage pour lui donner les orientations pour voir sa méthodologie afin d'adopter une stratégie. Il y a un comité de suivi du projet qui a été mis en place et qui réunit l'ensemble des quelques ministères de la République. Je profite de cette occasion pour rassurer toutes les parties prenantes de la disponibilité, surtout du projet Wouri, projet sous financement de la Banque mondiale, pour l'accompagnement dont
la NPS bénéficiera tout au long de ce processus. Le coordonnateur du projet Ouri Bénin salue l'intérêt que la ministre Véronique Toyin-Fodé porte au registre social unique. Et je profite de cette occasion pour remercier déjà Madame la ministre des Affaires sociales qui a déjà, pour garantir le succès de ce projet, a déjà pensé à un cadre efficace de mise en œuvre. La disponibilité de cet outil de gouvernance sociale nécessite un travail sérieux et rigoureux, d'où l'invite du conseiller technique du ministère des Affaires sociales. Je vais inviter les uns et les autres à une assiduité, à une abnégation, afin que le travail de ce jour soit fait convenablement et que ce soit véritablement à la satisfaction de nos cibles. Au bout de 6 mois, les pauvres extrêmes du Bénin disposeront d'une personnalité juridique et seront facilement impactés par la protection sociale du gouvernement béninois. Le registre social unique devra permettre, entre autres, l'identification des ménages pauvres et vulnérables sur l'ensemble du territoire national, de constituer une base de données unique sécurisée des conditions socio-économiques des ménages pour le suivi de la prise en charge des bénéficiaires des programmes sociaux tels que l'assurance maladie, la retraite, le crédit et la formation. Il faut rappeler que Ouri Bénin a déjà financé en 2020 l'enquête complémentaire PMT-RSU-RAVIP dans environ 56 communes dont les résultats contribuent à la mise en place du registre social unique. Ce journal se poursuit. Après le score nul et vierge qui a sanctionné le match Bénin-Lesotho, l'entraîneur béninois a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a déclaré, citation, « Je crois qu'il y a des gens au pays qui font des gris-gris. Il va falloir se renseigner. Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un pour nous enlever cette poisse ?» Une déclaration qui suscite maintes commentaires dans l'opinion publique. Voici les réactions de quelques citoyens et d'un reporter sportif interrogé par Faouzia Sefo. On est en Afrique, il a dit, on est en Afrique. D'un côté, moi je pense qu'il y a un peu de la sorcellerie dedans, d'un côté. Parce qu'au Bénin ici, nous tous, on sait que moi, personnellement, je joue au foot. Mais c'est parce que dans nos clubs béninois, il y a beaucoup de sorcellerie, ça je le sais. Parce que personne ne veut laisser sa place, chacun veut être titularisé. Et de l'autre côté, il y a la mauvaise gestion. Ça parce que la plupart de nos joueurs, ils sont placés là par des affaires. Ce sont des enfants de riches. Il n'y a plus de sélection. Comme on le dit, il n'y a plus de sélection. Donc, c'est un peu ça. Il y a d'un côté la sorcellerie et de l'autre côté la mauvaise gestion, c'est tout. C'est pas affaire de l'équipe Gbassi. Hein. Pour le Bénin, c'est juste à revoir au niveau de la fédération. Pour tout simplement dire, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est tout. Kenneth Rohr n'a rien dit de nouveau. Hein. Vous savez, s'il arrivait donc, à pointer de doigt ses responsables, c'est en cela que moi j'allais lui tirer chapeau. Mais si c'est resté dans son coin et voiler les choses, non. Moi je ne suis pas d'accord avec lui. D'abord, on sait très bien que le Bénin, c'est un pays de vaudou. Et quand on parle de pays de vaudou, vous savez ce que ça veut dire. Il n'a rien de nouveau dit de nouveau parce qu'on sait très bien, on a les informations, on a les échos, selon lesquels donc il y a forcément des gens qui sont tapis dans l'ombre et qui travaillent à ce que l'équipe échoue. S'il arrive à le dire, ça veut dire que c'est une information confirmée désormais. Est-ce qu'aujourd'hui, Kenneth Rohr va nous dire qu'il a les moyens qu'il faut pour changer le niveau des joueurs qui sont là? Non, il y a énormément de joueurs qui sont formés sur des tares. Et vous voulez avoir quoi? S'il y a des joueurs qui n'ont pas l'engouement, je dirais la détermination qu'il faut, allez voir les autres pays, comment les joueurs s'y engagent et donnent le tout pour tout sur le terrain. Donc si nos joueurs ne sont pas capables effectivement de défendre la patrie comme cela se doit, ne demandez pas. J'ai suivi par exemple l'entretien de Cédric Moutondi par exemple qui disait que je suis content de jouer pour le Bénin. Déjà moi je trouve qu'il n'y a pas un sens de patriotisme là.
Comment il est béninois, il dit que je suis content de jouer pour le Bénin. Non, je suis content de jouer pour ma patrie et je dois défendre ma patrie. Ce n'est pas uniquement le fétichisme, il sait très bien qu'il y a énormément de choses. Peut-être il est en train de parler de manière voilée. Lorsqu'il parle de fétichisme, ce n'est pas forcément le hobo, le vaudou que nous pensons. Peut-être que ces informations selon lesquelles il y a effectivement un marché de dupes où c'est affaire de quotas, avant qu'on te sélectionne, peut-être l'ambition, je dirais l'ambiance, voilà, l'ambiance entre les joueurs, tout ça là. Si ça aussi ça pose problème, bon, peut-être que c'est de ça il parle. Je crois très bien que Guinaw Toro doit pouvoir pointer de doigt ceux qui sont responsables. Dans le cas contraire, s'il voit qu'il n'est pas à la hauteur de la tâche à lui assigner, qu'il démissionne tout simplement. Il est français, non? On sait que bon, en Europe, ils ont la culture de démission. À présent, la page inter. Après l'attaque de Manfé au Cameroun, une nouvelle attaque a été enregistrée dans la région de Bameyab. Les détails avec Evelyne Dosso. Au Cameroun, une attaque meurtrière hier mardi 21 novembre 2023 dans la région de l'Ouest à la frontière avec la région du Nord-Ouest. Des hommes armés à moto ont attaqué le marché de Bameyam dans le département des Bamboutos. 9 personnes ont été tuées selon le préfet. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais les autorités locales pointent du doigt les séparatistes anglophones. La trentaine d'assaillants qui s'exprimait en anglais selon des témoins est arrivé sur des motos vêtues de treillis militaires. Les hommes ont pris pour cible des populations civiles présentes dans le marché, tuant 9 personnes. Une dizaine de personnes ont également été enlevées. On dénombre également des pertes matérielles dans la localité. Toujours selon des témoins, les assaillants ont incendié 3 boutiques et un véhicule cargo et emporté plusieurs motos. Si l'attaque n'a pas été revendiquée selon les autorités administratives locales, les assaillants seraient venus des localités du nord-ouest voisins minées par une crise qui dure depuis 6 ans entre les séparatistes anglophones et l'armée régulière. L'attaque de Bameyam survient ainsi 2 semaines après celle de Manfé qui avait fait 25 morts le 6 novembre 2023 dans la région du sud-ouest selon le bilan officiel. Après Niamey, Guillaume Soro a été reçu mardi 21 novembre 2023 à Ouagadougou au Burkina Faso par le capitaine Ibrahim Traoré, condamné en son absence à la prison à vie pour atteinte à la sûreté de l'État. Guillaume Soro vit en exil depuis 4 ans. On ignore la durée de cette entrevue qui aurait notamment abordé la question de la réconciliation dans la sous-région selon les termes d'un communiqué de la présidence burkinabé. Comme à Niamey d'ailleurs, Guillaume Soro réitère ses remerciements à son hôte. Comme je me plais à le dire, c'est saisissant de voir que je peux fouler à nouveau le sol du Burkina Faso grâce à un gouvernement militaire. Là où un gouvernement prétendu démocratique a refusé de me reconnaître les droits du citoyen que je suis. Événement historique au Tchad, l'opposant Socès Masra et le président Mahamat Idriss Déby se sont rencontrés ce lundi 20 novembre 2023. Une rencontre très cordiale depuis le retour de l'opposant le 3 novembre 2023 dans le pays. Cette audience a été la présentation formelle et symbolique d'une réconciliation, décrit Didier Moukanzou après le Jeudi Noir, les événements meurtriers du 20 octobre 2022 qui avaient contraint le leader du parti, les transformateurs, à quitter le pays. Le ministre congolais envoyé spécial du président Tshisekedi a assisté aux échanges. C'était très cordial, raconte-t-il. Chacun a reconnu ses obligations. Pour le pouvoir, assurer la sécurité de Socès Masra et pour l'opposant, poursuivre le dialogue avec les autorités.
Il s'agissait de concrétiser en face à face ce qui a été mené à distance via la facilitation, explique pour sa part le président du parti Les Transformateurs. Toujours friand de métaphores, Socés Masra a réitéré son objectif. Se fait l'écho du peuple qui est le copilote de la transition et l'aider à dépasser les turbulences pour atterrir sur l'aéroport de la démocratie. Comprendre via des élections transparentes l'an prochain pour clôturer la transition. Il compte par ailleurs proposer des solutions pour amener autour de la table d'un dialogue global ceux qui sont restés à l'écart de la transition jusqu'aux politico-militaires non signataires de l'accord de Doha. Côté autorité, en participant à la rencontre, estime que Socés Masra s'est montré constructif et reconnaissant pour les conditions de son retour. Après un premier meeting à N'Djamena dimanche 19 novembre, Socés Masra compte prochainement se rendre en province à Moundou et à Béché. Il devra faire connaître sa position sur le référendum constitutionnel du 17 décembre dont la campagne officielle débute samedi 25 novembre. Voici à présent la page des sports. Dans la page des sports de ce jour, nous parlons des éliminatoires du Mondial 2026, mais également de la Coupe du Monde U17. Les précisions avec Latifat Kaweno. Le Maroc a bien débuté les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec une victoire en tête tanzanienne avec un score de 2-0 ce mardi. L'un des faits essentiels à retenir de la journée de ce mardi qui a été marqué par 15 matchs. On retiendra aussi le match nul du Sénégal au Togo ou encore la défaite du Ghana contre les Comores. Le Cameroun est allé faire un nul chez la Libye, alors que le Burkina Faso a battu l'Éthiopie avec un score de 3-0. Autre actualité sportive, la France U17 se qualifie en quart de finale de la Coupe du Monde U17 après sa victoire face au Sénégal au tir au but 5-4. Malmenée par une belle génération du Sénégal, championne d'Afrique en titre chez les U17, l'équipe de France a su contenir les assauts adverses jusqu'à la victoire finale. Fin de parcours pour les champions d'Afrique U17 au mondial indonésien. Les Lionceaux du Sénégal ont été sortis de la compétition par la France au thème d'un match maîtrisé par les hommes de Serigne Saliou Dia. La France retrouvera l'Ouzbékistan en quart de finale. Mais depuis quelques heures, une menace plane au-dessus de la France U17 et elle est liée à un souci administratif concernant Yanis Issoufou. Le jeune attaquant de Montpellier qui dispute actuellement le mondial U17 avec la France a aussi joué récemment avec le Niger U17, son pays d'origine. Il avait disputé le tournoi UFOA qui qualifie à la CAN U17. L'attaquant de 17 ans a donc disputé une même compétition avec deux équipes différentes, ce qui est interdit par la FIFA. Si la FIFA se saisissait de l'affaire, les Bleus pourraient être disqualifiés. Mais pour que cela soit le cas, il faudrait aussi que les adversaires de la France déposent une réserve pour faire remonter le dossier à la FIFA. Mais cela ressemble à un vrai casse-tête. Selon les informations de Sport News Africa, le Burkina Faso pourrait bien déposer un recours alors que les membres du staff des Bleus n'étaient pas au courant du passé d'international U17 Niger d'Issoufou. La source ajoute que la France n'aurait pas fait la demande de changement de nationalité à la FIFA. Yanis Issoufou ne figure pas sur la feuille de match de l'équipe de France face au Sénégal, ce qui peut laisser penser que le staff a été mis au courant de ce point de règlement. Reste à savoir si un recours a bien été déposé par le Burkina Faso ou si la nation africaine est sur le point de le faire.
Pour finir, l'élément clé de l'effectif de la sélection marocaine U17, Mohamed Katiba, ne jouera pas les quarts de finale de la Coupe du Monde U17 contre le Mali. Et pour cause, le joueur du Hassania d'Agadir est suspendu. En effet, Katiba a écopé de 2 cartons jaunes contre l'Indonésie, puis face à l'Iran, ce qui ne lui permet pas d'être aligné pour ce match important qui verra peut-être les Lionceaux de l'Atlas passer en demi-finale. Ce mardi, le Maroc U17 a réussi à obtenir sa qualification pour les quarts de finale du mondial U17, une première dans l'histoire du royaume chérifien. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et que la chance accompagne toujours vos efforts. Bonsoir chez vous. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.